À Noël, ma mère m'a humilié devant toute la famille, en me traitant de parasite qui ne faisait que prendre leur argent, et elle a continué en hurlant, « Tout ce que tu fais, c'est épuiser cette famille, tu n'as jamais rien apporté », pendant que tout le monde riait. J'ai souri et annulé tous les paiements que je faisais depuis 6 ans. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat immédiatement. Je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans, et à Noël dernier, ma propre mère m'a humilié devant toute notre famille. Tout ce que tu fais, c'est nous prendre de l'argent, a-t-elle hurlé tandis que 20 proches regardaient. Tu n'es qu'un parasite qui ne contribue jamais à cette famille. Le rire qui a suivi résonne encore à mes oreilles. J'ai souri, me suis excusé discrètement et suis allé dans ma chambre. Ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, disons simplement qu'ils ont découvert exactement ce que j'avais apporté depuis tout ce temps. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible au sein de votre propre famille. Vous voudrez absolument rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Cette soirée de Noël avait commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille. La maison de mes parents débordait de tantes, d'oncles, de cousins et du chaos habituel. La table de la salle à manger gémissait sous le poids du célèbre jambon glacé au miel de maman, de la tentative de purée de pommes de terre de papa qui finissait toujours grumeleuse, et de suffisamment de gratin pour nourrir une petite armée. Tout le monde riait, partageait des histoires, faisait passer des photos sur leur téléphone. J'aidais ma cousine Sarah à installer le buffet des desserts lorsque la voix de maman a tranché le brouhaha comme un couteau. « Lucie, viens ici tout de suite. » Son ton avait cette intonation que je reconnaissais depuis l'enfance. Celle qui signifiait que j'allais être mise en scène pour quelque chose. « Qu'y a-t-il, maman » ai-je demandé, essuyant mes mains sur un torchon en marchant vers elle, près de la cheminée. La pièce s'est progressivement calmée tandis que d'autres parents se tournaient pour regarder. « Raconte à tout le monde cette faveur que tu as demandée plus tôt » a-t-elle dit, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Mon estomac s'est noué. Plus tôt, j'avais discrètement mentionné que j'avais un mois difficile financièrement. Ma voiture était tombée en panne, et entre la facture de réparation et des dépenses médicales imprévues, j'étais à court d'argent. J'avais demandé si la famille pouvait gérer les factures d'eau et d'électricité ce mois-ci pendant que je me remettais sur pied. C'était la première fois en 6 ans que je demandais de l'aide, mais apparemment, cela faisait de moi la méchante de la famille. « Maman, je ne pense pas » ai-je commencé, mais elle m'a coupé. « Non, je pense qu'il devrait savoir. Lucie pense que nous devrions payer ses factures parce qu'elle ne sait pas gérer son argent. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti la chaleur me monter au cou tandis que 20 paires d'yeux se fixaient sur moi. « Dis-leur comment tu es arrivé ici en demandant l'aumône comme si nous te devions quelque chose. » Mon frère Jake a ricané depuis le canapé. Classique Lucie, toujours à tendre la main. « Ce n'est pas ce qui s'est passé » ai-je dit doucement. Mais maman ne faisait que commencer. « Cela fait 6 ans que tu as quitté cette maison, et qu'as-tu à montrer? Un appartement minable, une voiture en panne, et maintenant tu veux que nous te tirions d'affaire. » Sa voix montait, et je pouvais voir les parents échanger des regards mal à l'aise. « Ton frère ne nous demande jamais d'argent. Ta sœur nous envoie de l'argent. » L'humiliation me brûlait comme de l'acide. Chaque mot était soigneusement choisi pour me blesser profondément, pour me faire passer pour un échec devant des gens que je connaissais depuis toujours. Tante Martha fixait son assiette. Oncle Rick semblait vouloir disparaître. Mon cousin Tommy avait même son téléphone sorti, probablement en train d'enregistrer ce désordre pour les réseaux sociaux plus tard. Tout ce que tu fais, c'est prendre, 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 prendre. La voix de maman a atteint ce ton aigu qui signifiait qu'elle préparait son grand final. Tu n'es qu'un parasite qui ne contribue jamais à cette famille. Tout ce que nous t'avons donné au fil des ans, et c'est comme ça que tu nous remercies, en demandant encore plus. La pièce a éclaté de rire mal à l'aise. Pas le rire chaleureux et familial de tout à l'heure, mais le rire nerveux et maladroit qui se produit quand quelqu'un va trop loin et que tout le monde le sait. Mon visage brûlait d'embarras, mais je suis resté calme. Des années à gérer les scènes publiques de maman m'avaient appris à ne pas lui donner la réaction qu'elle voulait. « Tu as raison, maman » ai-je dit d'une voix égale. Je n'aurais pas dû demander. Je me suis retourné et j'ai marché vers les escaliers, laissant derrière moi les commentaires chuchotés et le silence gêné. Dans ma chambre d'enfant, je me suis assise sur le bord de mon vieux lit simple et j'ai sorti mon téléphone.
Il était temps d'arrêter de contribuer à une famille qui ne savait même pas que je contribuais en premier lieu. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés à ce désastre de Noël. Voyez-vous, ma famille a toujours eu cette dynamique étrange où je suis à la fois invisible et blâmé pour tout. Cela a commencé quand j'avais environ 12 ans et que maman a décidé que j'étais assez grande pour aider, tandis que Jake et Melissa se cherchaient encore. Au moment où j'ai eu 18 ans, j'étais essentiellement la comptable, la babysitter et la personne à tout faire non rémunérée de la famille. Besoin de quelqu'un pour conduire papa à ses rendez-vous médicaux? Lucie le fera. Les factures sont un peu serrées? Lucie a un emploi à temps partiel. Une réunion de famille à organiser. Mieux vaut appeler Lucie. Mais voici le problème d'être la personne responsable dans une famille pleine de chaos, vous devenez invisible. Quand Jake a abandonné l'université pour la 3e fois, c'était une crise familiale qui a nécessité intervention, soutien et discussions interminables pour l'aider à trouver sa voie. Quand Melissa est revenue à la maison à 25 ans avec un enfant en bas âge et sans emploi, tout le monde s'est rallié à elle, gardant la petite Emma et l'aidant à se remettre sur pied. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention et que j'ai été accepté dans 3 universités différentes avec des bourses partielles, papa a demandé si cela allait leur coûter quelque chose. Et quand j'ai dit que je m'en occuperais moi-même, la conversation s'est arrêtée là. Alors, j'ai eu 2 emplois pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme sans dette et j'ai emménagé dans mon propre appartement à 22 ans. Je pensais que cela me vaudrait enfin un certain respect au sein de la famille. Au lieu de cela, cela a simplement fait de moi celle qu'on appelait quand on avait besoin de faire réparer, payer ou organiser quelque chose. Le plus étrange, c'est à quel point j'étais devenue bonne pour résoudre leurs problèmes sans même qu'ils s'en rendent compte. Prenez la situation universitaire de Jake. Quand il a finalement décidé de retourner à l'école à 26 ans, il a demandé une aide financière, mais n'a obtenu qu'un financement partiel. Papa a promis qu'il trouverait un moyen de couvrir le reste. Mais les mois passèrent sans aucune action. Je voyais Jake stressé, appelant l'université chaque semaine pour demander des prolongations de paiement. Le semestre était sur le point de commencer et il y avait une réelle possibilité qu'il perde sa place. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai réglé le problème discrètement. J'ai appelé le bureau de facturation de l'université, expliqué que j'étais la sœur de Jake et que je voulais établir un plan de paiement pour son solde restant. Ils étaient ravis de travailler avec moi, et en une semaine, j'avais régularisé son compte. Les factures arrivaient à une adresse email que je l'avais aidé à créer des années auparavant pour la recherche d'emploi, donc je recevais déjà toute la correspondance financière. Jake n'a jamais su que son compte risquait d'être fermé. Papa n'a jamais su que le plan de paiement existait. Maman savait juste que d'une manière ou d'une autre, tout s'arrangeait. Et moi, je suis devenu la bonne fée invisible de la gestion des prêts étudiants. La même chose s'est produite avec les factures de la maison. Il y a environ 3 ans, maman m'a appelé en pleurs parce qu'ils avaient accumulé du retard sur la facture d'électricité et que l'entreprise menaçait de couper le courant. Papa était au chômage depuis 2 mois après son opération du dos et l'argent était plus que serré. Nous avons juste besoin de nous remettre à jour, a dit maman, la voix tremblante. Peut-être pourrais-tu nous aider à trouver un plan de paiement ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai appelé la compagnie d'électricité, arrangé un accord de paiement, et j'ai fini par payer moi-même le solde dû. C'était plus facile que de regarder mes parents stressés à ce sujet. Et honnêtement, ce n'était pas une somme énorme pour moi à l'époque. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le compte était toujours à mon nom depuis que j'y vivais à l'université. J'avais oublié de le changer après mon déménagement, et mes parents n'avaient jamais pris la peine de le transférer. Alors, quand j'ai configuré le prélèvement automatique pour éviter de futurs problèmes, ils n'ont même jamais vu les factures. Ils ont juste vu que les lumières restaient allumées. Même histoire avec Internet, la facture d'eau, et finalement même le service de livraison d'épicerie. Quand maman a commencé à avoir du mal à se rendre au magasin après son opération du genou, ma famille a commencé à fonctionner sur le pilote automatique Lucie, et ils ne s'en sont même pas rendus compte. L'histoire de la carte de crédit a commencé assez innocemment. Maman faisait des achats en ligne pour l'anniversaire de Jake, mais sa carte ne cessait d'être refusée. Elle m'a appelé, frustrée, me demandant si je savais quelque chose sur les limites de crédit et pourquoi sa carte ne fonctionnait pas. J'ai regardé son compte. Elle m'avait donné accès il y a des années pour l'aider à démêler des frais frauduleux et j'ai réalisé qu'elle était à découvert et n'avait pas effectué de paiement depuis 2 mois. Au lieu de lui expliquer tout le désordre,
j'ai simplement ajouté ma carte comme méthode de paiement de secours pour cet achat unique. Sauf qu'elle ne l'a jamais retiré, et je n'en ai jamais parlé. Ainsi, pendant les 2 années suivantes, chaque fois que sa carte était refusée, les frais étaient automatiquement imputés à la mienne. Des paiements mensuels à des magasins où je n'étais jamais allé, des abonnements à des services dont je n'avais jamais entendu parler, même son assurance automobile quand elle oubliait de mettre à jour ses informations de paiement. Maman pensait qu'elle gérait brillamment son argent. Regarde comme tout semblait toujours s'arranger. Elle budgétisait les dépenses, et d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours juste assez de place sur sa carte de crédit. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que juste assez de place était en fait l'intégralité de ma limite de crédit soutenant ses habitudes de shopping. La situation de l'assurance maladie était probablement la plus ridicule. Lorsque j'ai obtenu mon emploi actuel, ils offraient de très bons avantages, y compris la possibilité d'ajouter des membres de la famille avec une énorme réduction. Maman avait eu du mal avec son régime individuel. Franchise élevée, couverture limitée, se battant constamment avec eux pour les réclamations. C'est juste temporaire, lui ai-je dit lorsque je l'ai ajouté à ma police. Jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de mieux grâce au travail de papa. C'était il y a 3 ans. Le travail de papa n'offre toujours pas de couverture pour conjoint, et maman est toujours sur mon régime, bénéficiant d'excellents soins de santé à une fraction de ce qu'elle payait auparavant. Mais dans son esprit, c'est juste un autre exemple de la façon dont les choses ont tendance à s'arranger pour elle. Chaque facture, chaque crise, chaque urgence financière qui aurait dû pousser ma famille au bord de la rupture disparaissait. Ils ont commencé à tenir pour acquis que les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. C'est le problème d'être discrètement utile. Quand vous le faites bien, personne ne remarque que vous faites quoi que ce soit. Alors, quand j'ai finalement rencontré mes propres difficultés financières et que j'ai demandé de l'aide pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne brisais pas seulement le schéma de toujours être celle qui donne. Je révélais exactement combien j'avais donné depuis tout ce temps. Ils ne le savaient pas encore. Le matin après la scène de Noël de maman, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. Vous connaissez ce sentiment quand vous arrêtez enfin de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? C'était moi, allongé dans mon lit d'enfant à 6 heures du matin, fixant le plafond et me sentant étrangement sereine à propos de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai préparé du café dans la cuisine de maman en utilisant la machine sophistiquée que je lui avais achetée pour la fête des mères et qu'elle n'avait jamais appris à utiliser correctement, puis je me suis assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable et mon téléphone. Il était temps de faire un peu de ménage numérique. Premier arrêt, le compte universitaire de Jack. Je me suis connecté au portail de paiement et j'ai annulé les prélèvements automatiques que j'effectuais depuis 2 ans. Ensuite, j'ai envoyé un email poli au bureau de facturation, leur demandant de me retirer complètement du compte et d'envoyer toute la correspondance future directement à l'étudiant. Les circonstances familiales ont changé, ai-je écrit, ce qui était certainement vrai. Ensuite, les factures de la maison. Électricité, eau, Internet, tout était toujours à mon nom, tout configuré en prélèvement automatique sur mon compte courant. J'ai méthodiquement annulé chaque prélèvement automatique et programmé les transferts de services au nom de mes parents. Les compagnies d'électricité ont été efficaces. Apparemment, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. La situation de la carte de crédit a demandé un peu plus de créativité. Je ne pouvais pas simplement retirer ma carte du compte de maman sans qu'elle le remarque immédiatement. Alors, j'ai appelé la banque et j'ai abaissé ma limite de crédit à exactement $1 au-dessus du solde actuel. Chaque nouvelle dépense serait refusée, et elle devrait trouver son propre mode de paiement. L'assurance maladie n'a nécessité qu'un seul appel téléphonique. Je dois retirer une personne à charge de ma police, ai-je dit à la coordinatrice des avantages sociaux. La situation familiale a changé. Pas de problème, a-t-elle dit joyeusement. Le changement prendra effet à la fin de ce mois. Devons-nous envoyer la lettre de résiliation à son adresse ou à la vôtre? À la sienne, s'il vous plaît. Je lui ai donné l'adresse de maman et j'ai raccroché, imaginant son visage lorsque cette lettre arriverait dans quelques semaines. À 9 heures du matin, j'avais systématiquement démantelé 6 ans de travail de bonne fée financière. Chaque système de soutien invisible que j'avais construit avait disparu. Chaque filet de sécurité que j'avais discrètement maintenu avait été retiré. Chaque problème que j'avais résolu sans reconnaissance était sur le point de redevenir leur problème. Et vous savez quoi? C'était incroyable.
J'ai passé le reste de la matinée chez mes parents comme si rien ne s'était passé. J'ai aidé maman à ranger après la fête, écouté son récit du drame de la veille à quiconque voulait l'entendre. Lucie était tellement dramatique à propos de tout, et j'ai même aidé papa à réparer une poignée desserrée sur leur porte d'entrée. Mais chaque tâche banale me semblait différente maintenant. Je n'étais plus la gardienne de la famille. J'étais juste une fille qui rendait visite à ses parents. Quand maman a mentionné que la livraison d'épicerie arrivait plus tard et qu'elle avait oublié d'ajouter du lait à la commande, je n'ai pas proposé d'appeler pour modifier. Quand papa s'est plaint de la complexité de la nouvelle télécommande du câble, je n'ai pas proposé de la programmer pour lui. Tu es silencieuse aujourd'hui, a observé maman alors que nous chargions le lave-vaisselle. Tu boudes toujours à cause d'hier soir? Je lui ai tendu une assiette à rincer. Pas de bouderie, juste de la réflexion. Bien. Je suis contente que tu prennes ce que j'ai dit à cœur. Parfois, il faut entendre des vérités difficiles pour grandir en tant que personne. J'ai hoché la tête et j'ai continué à charger des verres dans le lave-vaisselle. Tu as probablement raison. Elle a semblé satisfaite de cette réponse. Crise évitée. Leçon apprise. La dynamique familiale est revenue à la normale. Sauf que normale était sur le point de devenir très différente pour la famille Anderson. Le premier signe de problème est apparu plus vite que je ne l'avais prévu. 2 jours après le nouvel an, Jake m'a appelé au travail, sa voix tendue de panique. Lucie, je viens de recevoir cet email étrange de l'université. Ils disent que mon compte est en retard et que je dois effectuer un paiement avant vendredi, sinon ils annuleront mes cours. C'est étrange, ai-je dit, gardant ma voix soigneusement neutre. As-tu appelé le bureau de facturation? Oui. Et ils ont dit que mon plan de paiement avait été annulé et que je devais maintenant payer la totalité du solde pour ce semestre, mais papa avait dit qu'il s'occupait de mes frais de scolarité. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai ressenti un léger pincement de culpabilité mais l'ai repoussé. Peut-être devrais-tu en parler à papa. J'ai essayé, mais il est bizarre à ce sujet. Il n'arrête pas de dire qu'il va s'en occuper, mais Lucie, les cours commencent la semaine prochaine. S'il m'annule, je perdrai ma place dans le programme. Le programme auquel Jake faisait référence était un cours de certification informatique spécialisé qui n'avait lieu que 2 fois par an. Il était enthousiasmé depuis des mois, parlant de la façon dont cela allait enfin relancer sa carrière. Perdre sa place signifierait attendre 6 mois de plus. Et connaissant Jake, il perdrait probablement toute motivation d'ici là. Un instant, j'ai hésité. Il serait si facile d'appeler l'université et de rétablir le plan de paiement. Jake n'aurait jamais à savoir à quel point il a frôlé le désastre, et je pourrais redevenir la résolveuse de problèmes invisibles. Mais ensuite, je me suis souvenu de la nuit de Noël. La voix de maman résonnant dans le salon. Tout ce que tu fais, c'est prendre, prendre, prendre. Les rires gênés de 20 proches qui m'ont vu me faire déchirer et n'ont pas dit un mot pour me défendre. Ça craint vraiment, Jake, ai-je dit. J'espère que papa trouvera une solution. Attends, c'est tout? Tu ne vas pas m'aider? Sa voix est passée de la panique à l'indignation. Je veux dire, je sais que toi et maman avez eu ce truc à Noël, mais il s'agit de mon éducation. Ce truc? Comme si mon humiliation publique n'était qu'une petite dispute familiale qui ne devrait pas affecter son confort. Je suis sûr que ça va s'arranger, ai-je dit. Papa est assez ingénieux. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma chaise de bureau et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Jake était mon petit frère, même s'il avait 28 ans et était parfaitement capable de gérer sa propre aide financière. Nous avions été proches enfants, et une partie de moi détestait l'idée de le voir lutter, mais la culpabilité n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années en ce qui concerne les limites de ma famille. Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous aimez faire les mêmes erreurs encore et encore, les encourageant parce que c'était plus facile que de les regarder échouer? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieuse de savoir si je suis la seule à avoir été le filet de sécurité familiale pendant bien trop longtemps. La beauté d'être l'aide invisible, c'est que quand vous arrêtez d'aider, il faut un certain temps pour que les gens le remarquent. C'est comme quand une machine tombe en panne progressivement, vous ne réalisez pas à quel point vous en dépendez avant que tout ne cesse de fonctionner d'un coup. Janvier a été le mois où la vie de ma famille a commencé à s'effondrer au ralenti, et j'avais une place aux premières loges du chaos. Cela a commencé par de petites choses. Maman m'a appelé le 3 janvier,
confuse de savoir pourquoi son magasin en ligne préféré refusait sa carte de crédit. C'est tellement bizarre, Lucie. Je sais que j'ai de la place sur cette carte, mais elle ne cesse de dire qu'il y a un problème. C'est bizarre, ai-je acquiescé. As-tu essayé d'appeler la compagnie de carte de crédit? Eh bien, non. Je pensais que tu saurais quoi faire. Tu es si doué avec ces choses informatiques. Je pense que les appeler directement est probablement la meilleure solution. Ils pourront te dire exactement ce qui ne va pas. Il y a eu une pause. Autrefois, c'était le moment où j'aurais proposé de l'appeler pour elle, ou de l'aider à trouver d'autres moyens de paiement, ou de gérer simplement et discrètement ce qu'elle essayait d'acheter. Au lieu de cela, j'ai attendu. Oh, d'accord. Je suppose que je vais faire ça alors. Elle semblait sincèrement surprise que je ne saute pas pour résoudre son problème. Comme si l'idée qu'elle devrait gérer ses propres problèmes financiers ne lui était jamais venue à l'esprit. L'appel suivant est venu de papa le 8 janvier. Lucie, nous avons reçu cet avis de la compagnie d'électricité concernant le transfert du compte à nos noms. Savais-tu quelque chose à ce sujet? Oui, je les ai appelés après Noël. Tous les services publics étaient encore à mon nom depuis l'université, et j'ai pensé qu'il était temps de régler cela. Mais tout fonctionnait très bien comme c'était. Eh bien, maintenant ce sera à vos noms, comme il se doit. Vous devrez simplement configurer votre propre mode de paiement avec eux. Une autre pause. Je pouvais presque l'entendre essayer de comprendre pourquoi c'était soudainement ma responsabilité. Sais-tu comment faire ça? A-t-il finalement demandé. Je suis sûr qu'ils t'expliqueront tout quand tu les appelleras. Ils sont très serviables. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que la facture d'électricité était due dans 5 jours. Et s'ils ne mettaient pas en place le paiement d'ici là, leur courant serait coupé. L'ancienne moi leur aurait donné un calendrier détaillé et des instructions étape par étape. La nouvelle moi a estimé qu'ils étaient des adultes capables de lire leur propre courrier. La crise des frais de scolarité de Jack a atteint son paroxysme le 12 janvier lorsqu'il m'a appelé en pleurs. Réellement en pleurs parce que l'université l'avait retiré de ses cours. Papa n'arrête pas de dire qu'il va s'en occuper, mais il n'a rien fait. Lucie, j'ai 28 ans et je pleure à cause d'une inscription à l'université comme si j'en avais 18. C'est humiliant. Ça a l'air vraiment frustrant, ai-je dit. Frustrant? Lucie, tout mon plan de carrière vient de tomber à l'eau parce que papa a menti sur la prise en charge de mes frais de scolarité. A-t-il menti ou n'a-t-il simplement pas tenu sa promesse? Quelle est la différence? Je suis foutu de toute façon. La voix de Jack s'est brisée. Écoute, je sais que toi et maman ne vous parlez plus ou quoi que ce soit, mais ne peux-tu pas m'aider juste cette fois? Je jure que je te rembourserai dès que j'aurai un emploi. L'ancienne moi aurait peut-être cédé à ce stade. Jack semblait sincèrement désespéré et il faisait des promesses de me rembourser, même s'il ne m'avait jamais remboursé pour quoi que ce soit dans sa vie. Mais j'ai repensé à Noël. Pas seulement l'humiliation publique de maman, mais Jack assis sur le canapé, ricanant quand elle m'a traité de parasite. Il avait ri à mes dépens, et maintenant il voulait que je le sorte de la même irresponsabilité financière qui m'avait valu l'étiquette de pique-assiette en premier lieu. Jack, je ne peux vraiment pas en ce moment. Mes finances sont assez serrées après les fêtes. Ce qui était vrai. J'avais juste arrêté de payer la moitié de leurs dépenses ménagères, mais, c'est différent. C'est mon avenir. Je comprends que cela te semble urgent, mais je ne peux tout simplement pas aider en ce moment. Peut-être y a-t-il d'autres options que tu pourrais envisager. Des prêts étudiants ou des plans de paiement ou même un emploi à temps partiel pour couvrir les coûts. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, a-t-il finalement dit. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Tout ce que cette famille a fait pour moi. J'ai failli rire. Comme quoi? L'humiliation publique? Se vanter de mes réalisations? Ignorer mes problèmes tout en exigeant que je résolve les leurs? Je suis désolé que tu traverses ça, Jack. J'espère vraiment que ça s'arrangera. Après avoir raccroché, j'ai ressenti cette même étrange paix que j'avais ressentie le matin de Noël. Pas le bonheur exactement, mais un profond soulagement d'être enfin sorti de l'affaire de la gestion de la vie des autres. La situation de l'épicerie a fourni un divertissement inattendu. Maman s'était habituée à faire livrer ses courses 2 fois par semaine, un service qui coûtait environ $60 supplémentaires par mois,
mais lui évitait d'avoir à gérer les foules et les sacs lourds. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je payais le service de livraison depuis plus d'1 an. Lorsque sa première commande a été annulée en raison de problèmes de paiement, elle a appelé le supermarché pour se plaindre. Selon Mélissa, qui a entendu toute l'histoire de seconde main, maman a passé 20 minutes à discuter avec le service client pour dire qu'elle était une cliente fidèle et a exigé qu'il répare le problème informatique qui causait le problème. Il n'arrêtait pas de lui dire que le service de livraison nécessitait un mode de paiement séparé et elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que cela avait toujours fonctionné avant. Elle était tellement confuse de savoir pourquoi il lui demandait soudainement de payer un supplément pour quelque chose qui était inclus avant, m'a dit Mélissa quand elle a appelé pour avoir les potins de la famille. C'est bizarre, ai-je dit, je me demande pourquoi la politique a changé. Mélissa a fait une pause. Lucie, tu n'aurais rien à voir avec la situation de livraison d'épicerie de maman, n'est-ce pas? Pourquoi aurais-je quelque chose à voir avec les courses de maman? Je ne sais pas. Il me semble juste que c'est une étrange coïncidence qu'elle ait tous ces problèmes de facturation aléatoires juste après votre dispute à Noël. J'ai gardé ma voix innocente. Les problèmes de facturation arrivent tout le temps, surtout après les fêtes où les comptes des gens se mélangent. Mais je pouvais entendre la suspicion dans la voix de Mélissa. Contrairement à Jack, qui ne faisait jamais attention à rien qui ne le concernait pas directement, Mélissa commençait à remarquer des schémas, ce qui signifiait que le reste de la famille commencerait bientôt à les remarquer aussi. À la 3e semaine de janvier, la famille Anderson vivait dans un état de panique financière de basse intensité, et ils n'avaient toujours aucune idée pourquoi. C'est devenu une habitude où chaque appel téléphonique familial se transformait en une litanie de problèmes mystérieux que personne ne pouvait expliquer. L'Internet de maman était constamment déconnecté, même si elle était sûre d'avoir payé la facture. Papa ne comprenait pas pourquoi leur service de streaming ne fonctionnait pas. Jake était toujours sans abri depuis l'annulation de son programme universitaire et avait commencé à prendre des quarts de travail dans un café pour essayer de ramasser de l'argent pour ses études. La bombe de l'assurance maladie a éclaté le 22 janvier. J'étais au travail, plongé dans une feuille de calcul qui comptait réellement pour ma propre vie pour une fois, quand mon téléphone a sonné. Lucie Anderson s'est affichée à l'écran. Les coordonnées de maman, que je n'avais jamais pris la peine de changer pour quelque chose de plus personnel. Lucie, je viens de recevoir la lettre la plus étrange d'une compagnie d'assurance. La voix de maman était tendue de confusion et d'un début de panique. Ils disent que ma couverture santé sera résiliée à la fin du mois, mais ça n'a pas de sens. Je suis avec cette compagnie depuis des années. J'ai minimisé ma feuille de calcul et me suis penché en arrière sur ma chaise. Ça a l'air étrange. De quelle compagnie s'agissait-il? Elite Healthcare Solutions. Je n'en ai même jamais entendu parler avant, mais ils ont toutes mes informations, mon numéro de sécurité sociale, le nom de mon médecin, tout. Lucie, j'ai peur que ce soit une sorte de vol d'identité. Elite Healthcare Solutions, le fournisseur d'assurance maladie de mon entreprise, celui que j'utilisais pour couvrir ses frais médicaux depuis 3 ans. La lettre disait-elle pourquoi il résiliait ta couverture, ai-je demandé. Quelque chose à propos d'un changement de statut d'emploi pour le titulaire principal de la police. Mais ça n'a pas de sens non plus parce que je ne travaille même pas là-bas. Ça doit être une erreur. Je pouvais l'entendre froisser des papiers, probablement relisant la lettre et devenant de plus en plus confuse à chaque mot. Les as-tu appelés pour leur poser la question? Eh bien, non. Je pensais que tu saurais quoi faire. Tu es si doué avec ce genre de choses. C'était encore là. L'hypothèse automatique que je réparerais tout problème qui apparaissait dans sa vie. Même maintenant, même après Noël, son premier instinct était toujours de me sous-traiter ses responsabilités. Maman, si quelqu'un utilise tes informations personnelles pour une fraude à l'assurance, tu dois absolument les appeler directement. Je ne saurais rien d'une entreprise dont tu n'as jamais entendu parler. Mais si ce n'est pas une fraude? Et si, d'une manière ou d'une autre, ma vraie assurance a été annulée par accident? Lucie, j'ai une mammographie prévue la semaine prochaine, et si je n'ai pas de couverture, la peur sincère dans sa voix m'a serré la poitrine. Maman avait 62 ans et la mammographie faisait partie d'un dépistage régulier qu'elle faisait depuis que sa sœur était décédée d'un cancer du sein il y a 5 ans. La manquer signifierait des mois d'anxiété avant qu'elle ne puisse la reporter. Un instant, j'ai envisagé de simplement lui dire la vérité, qu'elle était sur mon assurance depuis des années, que je couvrais ses frais médicaux parce que je voulais qu'elle ait de bons soins de santé. Que la lettre de résiliation mystérieuse était le résultat de mon retrait de sa police après Noël.
Mais ensuite, j'ai pensé à la façon dont cette conversation se déroulerait. Maman serait reconnaissante pendant environ 30 secondes avant de passer à l'indignation de savoir pourquoi je ne l'avais pas dit plus tôt. Puis elle serait en colère que je l'ai mise dans cette position en supprimant la couverture. Finalement, elle trouverait un moyen de faire en sorte que ce soit ma faute si elle devait maintenant trouver sa propre assurance. J'avais vu ce schéma trop de fois auparavant. Toute aide que je fournissais rétroactivement devenait quelque chose que je lui devais. Tout problème résultant de mon manque d'aide devenait ma responsabilité à résoudre. Maman, je suis sûr que c'est juste une erreur administrative. Ai-je dit, ces compagnies d'assurance font des erreurs tout le temps. Appelle-les demain et arrange ça. Si c'est vraiment une fraude, ils t'aideront à comprendre quoi faire. Mais qu'en est-il de mon rendez-vous la semaine prochaine? Tu pourrais appeler le cabinet de ton médecin et expliquer la situation. Il pourrait peut-être trouver un arrangement avec toi pour le paiement ou t'aider à reporter si nécessaire. Une autre longue pause. Je pouvais presque entendre son cerveau lutter pour traiter l'idée qu'elle devrait gérer cela elle-même. Lucie, je ne comprends pas ce qui se passe. D'abord les problèmes de carte de crédit, puis la livraison d'épicerie, maintenant cette histoire d'assurance. C'est comme si tout s'effondrait en même temps. Ça a l'air stressant, ai-je acquiescé. Peut-être que papa pourrait t'aider à faire certains de ces appels téléphoniques. Ton père? La voix de maman a monté d'une octave. Lucie, ton père sait à peine comment utiliser le micro-ondes. Tu penses qu'il va comprendre l'assurance maladie? Il a réussi à comprendre les avantages sociaux de son propre travail, ai-je fait remarquer. Je suis sûr qu'il peut gérer un appel téléphonique. Ce qui a suivi, c'est 10 minutes de maman expliquant pourquoi papa était inutile avec la paperasse, pourquoi elle ne pouvait absolument pas naviguer seule dans la bureaucratie des assurances, et pourquoi tout cela était si accablant pour quelqu'un de son âge. C'était une leçon magistrale d'impuissance acquise. Je ne sais juste pas ce que je vais faire, a-t-elle terminé avec un soupir dramatique. Je suis sûr que tu trouveras une solution, ai-je dit. Tu es plus capable que tu ne le penses. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma chaise de bureau et j'ai fixé le plafond. La culpabilité était là cette fois, aiguë et insistante. La mammographie de maman était importante. Ses problèmes de santé étaient légitimes. Allais-je vraiment laisser la colère de Noël mettre ses soins médicaux en péril? Mais ensuite, j'ai pensé à 3 ans de prime d'assurance. 3 ans de franchise et de copaiement et de frais de pharmacie que j'avais couverts sans jamais être remercié parce qu'elle ne savait même pas que je les couvrais. 3 ans où elle se vantait auprès de ses amis de son excellente couverture santé sans mentionner que sa fille payait la facture. Plus important encore, j'ai pensé au fait qu'elle était une femme adulte avec un mari et 2 autres enfants adultes. Il n'y avait aucune raison que ces soins de santé soient ma responsabilité, surtout quand elle ne savait même pas que je les fournissais. Maman allait trouver une solution pour son assurance parce qu'elle devrait le faire. Papa allait apprendre à l'aider avec la paperasse parce qu'il devrait le faire. Jake trouverait un moyen de payer sa propre éducation parce qu'il devrait le faire. Et moi, j'apprendrais ce que c'était que d'avoir une famille qui me voyait comme une fille et une sœur au lieu d'un service de résolution de problèmes. La transition a été plus désordonnée que je ne l'avais prévu, mais elle a aussi été plus libératrice que je n'osais l'espérer. Février a été le mois où tout a dégénéré, et cela a commencé par la coupure de courant. J'étais au travail un mardi matin lorsque Mélissa m'a appelé. Sa voix était tendue de panique. Lucie, il y a quelque chose qui ne va pas avec la maison de maman et papa. Je suis passé pour déposer des photos de Noël et il n'y a pas de courant. Aucune lumière ne fonctionne. La porte du garage ne s'ouvre pas. Rien. As-tu vérifié s'il y avait une panne dans le quartier, ai-je demandé, bien que je savais exactement ce qui s'était passé. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais toutes les autres maisons de la rue ont du courant. Lucie, et si quelque chose était arrivé à papa? Il devait appeler la compagnie d'électricité pour transférer le compte, mais tu sais comment il est avec les appels téléphoniques. Je savais comment papa était avec les appels téléphoniques. Il préférerait nettoyer les gouttières sous un orage plutôt que de passer 10 minutes en attente avec le service client, ce qui expliquait pourquoi la facture d'électricité était restée sur leur comptoir de cuisine pendant 3 semaines pendant qu'ils supposaient que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Les as-tu appelés, ai-je demandé. Appelés qui? Maman et papa. Ils sont tous les deux au travail. Et papa ne répond pas à son téléphone pendant la journée de toute façon.
Appelle la compagnie d'électricité. Il y a eu une pause. Eh bien, non. Je pensais que tu saurais quoi faire d'abord. Tu es doué pour ces choses. Même Mélissa, qui était généralement la plus autonome de mes frères et sœurs, avait eu le réflexe de me désigner comme la personne de contact pour la crise de nos parents. C'était comme regarder une famille d'adultes régresser à l'enfance dès qu'un problème exigeait un réel effort pour être résolu. Mel, si leur courant a été coupé, c'est probablement à cause d'un paiement manqué. Papa devrait les appeler directement pour comprendre ce qui s'est passé. Mais si c'est quelque chose de plus grave? Et s'il y a un problème avec leur système électrique ou si quelqu'un a oublié de transférer le compte comme il était censé le faire? Elle pêchait, essayant de savoir si j'en savais plus que ce que je laissais transparaître. Mélissa avait toujours été la plus intelligente de nous trois enfants, et elle commençait certainement à faire des liens. Je suppose que papa le découvrira quand il les appellera, ai-je dit. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Une autre pause. Plus longue cette fois. Lucie, ça va? Tu agis bizarrement depuis Noël. Distante. Distante. C'était une façon de le dire. Une autre façon serait de ne plus permettre à une famille d'adultes d'éviter leurs propres responsabilités. Je vais bien, Mel. Juste occupé par le travail et j'essaie de remettre mes propres finances en ordre. Tu sais comment c'est. En fait, je ne sais pas comment c'est parce que tu ne parles jamais de tes finances ou de ton travail ou de tout ce qui se passe avec toi. Sa voix s'est adoucie. Écoute, je sais que maman a été dure avec toi à Noël, mais ça ne veut pas dire que tu dois nous exclure tous. Le truc avec Mélissa, c'est qu'elle avait toujours été la plus raisonnable. Elle était allée à l'université, avait trouvé un bon emploi, épousé un type respectable et gérait sa vie comme une adulte fonctionnelle. Elle n'avait jamais eu besoin du même niveau d'encadrement que j'ai et mes parents, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais vraiment compris à quel point j'avais encadré les autres. Je n'exclus personne, ai-je dit. Je ne me contente pas d'intervenir pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les miens. C'est ça le problème? Parce que je ne t'ai jamais demandé de résoudre mes problèmes. Tu as raison. Tu ne l'as pas fait, mais Jack l'a fait. Et maman et papa l'ont fait. Et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu la personne de référence pour chaque crise, chaque facture, chaque appel téléphonique gênant qui devait être fait. Les mots sont sortis plus vifs que je ne l'avais voulu. Lucie. La voix de Mélissa était prudente maintenant, comme si elle parlait à quelqu'un qui pourrait s'enfuir à tout moment. De quelle sorte de facture parles-tu? Et voilà. La question que j'attendais que quelqu'un pose depuis 3 semaines. Ça n'a plus d'importance maintenant, ai-je dit. Mais Mel, tu devrais probablement aller là-bas après le retour de papa et t'assurer qu'il appelle la compagnie d'électricité. Ils pourront rétablir le courant une fois qu'il aura réglé le paiement. Comment sais-tu que c'est une question de paiement? Parce que les compagnies d'électricité ne coupent pas le courant pour le plaisir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, mais je savais que la conversation n'était pas terminée. Mélissa était tenace comme un chien qui ne lâche pas son os quand quelque chose n'avait pas de sens. Et la série soudaine de problèmes coïncidents de ma famille n'avait certainement aucun sens. L'appel que j'attendais est arrivé 2 heures plus tard. Le numéro de papa cette fois. Lucie, j'ai besoin d'aide pour comprendre quelque chose. Sa voix était fatiguée, ce qui signifiait qu'il avait passé toute sa pause déjeuner en attente avec le service client. Je viens de raccrocher avec la compagnie d'électricité et ils disent que notre compte avait 3 mois de retard avant qu'ils ne nous coupent. Mais ça n'a pas de sens. Cette facture arrive chez nous et je la donne toujours à ta mère pour qu'elle s'en occupe. As-tu demandé à maman à ce sujet? J'ai essayé, mais elle est en réunion tout l'après-midi. Lucie, ils veulent presque $400 pour rétablir le courant. 4 cents? Comment une facture d'électricité peut-elle être aussi élevée? Je pouvais entendre la confusion sincère dans sa voix. Papa avait été élevé à une époque où les factures étaient prévisibles et gérables, où un paiement de $100 pour les services publics était une crise digne de discussion. L'idée que sa facture d'électricité accumulait des frais de retard et des frais de reconnexion depuis des mois était probablement vraiment choquante. Ça semble beaucoup, ai-je acquiescé. Ont-ils expliqué comment le compte a pris un tel retard? Ils ont dit que les paiements avaient cessé en novembre et qu'ils avaient envoyé des avis de déconnexion en décembre et janvier. Mais Lucie, je n'ai jamais vu d'avis de déconnexion. Et ta mère jure qu'elle l'a payé. Novembre.
C'est à ce moment-là que j'avais remis tous les services publics à leur nom, mais j'avais oublié qu'ils auraient besoin de configurer de nouveaux modes de paiement. J'avais été tellement concentré sur le fait de me retirer de leur compte que je n'avais pas envisagé le fossé entre l'annulation de mon prélèvement automatique et leur capacité à gérer leurs propres factures. L'ancienne moi se serait sentie terrible à propos de cette omission. La nouvelle moi a réalisé que 3 mois, c'était amplement de temps pour que 2 adultes fonctionnels trouvent comment payer une facture d'électricité. Peut-être que les avis se sont perdus dans le courrier, ai-je suggéré, ou ont été classés quelque part par accident. Peut-être. Papa avait l'air dubitatif. Lucie, je déteste demander ça, mais y a-t-il un moyen que tu puisses nous aider avec ce paiement? Juste le temps que je comprenne ce qui n'a pas fonctionné avec notre système. Et voilà. La demande à laquelle je m'étais préparé depuis le matin de Noël. Après des semaines de problèmes financiers mystérieux, après l'humiliation publique, après des années de soutien invisible et ingrat, la solution de ma famille était toujours de me demander de l'argent. Papa, je ne peux vraiment pas en ce moment. Mes propres finances sont assez serrées, ce qui devenait plus vrai chaque jour puisque je ne payais plus par réflexe tout ce qui n'allait pas dans leur vie. Mais Lucie, nous sommes assis dans une maison sombre. La nourriture dans le réfrigérateur va s'abîmer. Le concentrateur d'oxygène de ta mère a besoin d'électricité pour fonctionner. Le concentrateur d'oxygène était une nouvelle information, et cela m'a frappé de plein fouet. Maman avait développé des problèmes respiratoires pendant les vacances. Rien de grave, mais son médecin lui avait prescrit de l'oxygène supplémentaire pour la nuit. Sans électricité, elle ne pouvait pas utiliser la machine. C'était exactement le genre de détail qui me faisait tout remettre en question. Allais-je vraiment laisser la santé de ma mère souffrir parce que je faisais un point sur la dynamique familiale? Mais ensuite, j'ai pensé aux 3 derniers mois. 3 mois d'avis de déconnexion que mes parents avaient apparemment ignorés ou égarés. 3 mois pendant lesquels ils auraient pu m'appeler, ou Jake, ou Mélissa pour demander de l'aide pour comprendre leur situation de facturation. 3 mois pendant lesquels ils auraient pu établir un plan de paiement ou demander l'aide de la compagnie d'électricité ou prendre n'importe quel nombre de mesures pour prévenir cette crise. Au lieu de cela, ils avaient apparemment décidé que les factures étaient le domaine de maman, que maman s'en occupait, et qu'ils n'avaient pas besoin d'y penser avant que le courant ne soit réellement coupé. Papa, as-tu cherché des programmes d'aide au paiement? La plupart des compagnies de services publics ont des options pour les personnes qui ont des difficultés financières. Lucie, je n'ai pas le temps de chercher des programmes. Je dois faire rétablir notre courant ce soir. Et Jake et Mélissa? Leur as-tu demandé de l'aide? Une longue pause. Jake n'a pas ce genre d'argent en ce moment. Et Mélissa vient d'acheter une maison. Nous ne pouvons pas lui demander de vider ses économies pour notre erreur. Mais il pouvait me demander de vider mes économies même après Noël. Même après avoir été traité de parasite devant toute la famille, j'étais toujours leur premier appel quand de l'argent était nécessaire. Papa, je suis vraiment désolé de la situation, mais je ne peux pas aider en ce moment. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Le silence qui a suivi a été le plus long que nous ayons jamais partagé. Je pouvais l'entendre respirer, essayant probablement de trouver quoi dire à une fille qui refusait de sortir la famille d'une crise. Lucie, a-t-il finalement dit, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et ta mère à Noël, mais ce n'est pas comme toi. Tu as toujours été celle sur qui nous pouvions compter. Toujours été celle sur qui il pouvait compter. Pas toujours été prête à aider. Ou toujours été généreuse avec la famille. Toujours été celle sur qui il pouvait compter pour régler leurs problèmes afin qu'il n'ait pas à le faire. Peut-être est-il temps pour vous de compter sur vous-même, ai-je dit doucement et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, Mélissa a rappelé. Lucie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, maman et papa sont assis dans une maison sombre avec $400 de facture d'électricité qu'ils affirment n'avoir jamais vue. Jake a été retiré de son programme universitaire à cause d'un mystérieux problème de paiement, et tu agis comme si rien de tout cela n'avait rien à voir avec toi. J'ai pris une profonde inspiration. Cela n'a rien à voir avec moi. La voix de Mélissa était perçante maintenant. Lucie, j'y ai pensé tout l'après-midi. Tous ces problèmes ont commencé juste après Noël, juste après la petite scène de maman devant tout le monde. Ce ne sont pas des coïncidences. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, Mel. Je veux que tu me dises la vérité. Payais-tu leurs factures avant ça? La question est restée en suspens entre nous.
Simple, direct, impossible à dévier. Certaines d'entre elles, ai-je finalement dit. Lesquelles? Ça n'a plus d'importance, Lucie. La voix de Mélissa était douce, mais il y avait une pointe en dessous. Lesquelles? J'ai fermé les yeux et j'ai senti 6 ans de travail invisible condensés en un seul moment de reconnaissance. La plupart d'entre elles. La plupart d'entre elles, ai-je répété, et j'ai entendu Mélissa inspirer brusquement. Lucie. Sa voix était douce maintenant, comme si elle parlait à quelqu'un qui avait soutenu le monde sans que personne ne le remarque. Depuis combien de temps? Environ 6 ans. 6 ans. Lucie, mais qu'est-ce que? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? J'ai ri, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour. Quand devais-je exactement en parler? Lors des dîners de famille où tout le monde parlait de l'irresponsabilité de Jake, ou des difficultés de maman et papa. Et, au fait, je suis la raison pour laquelle vos lumières sont toujours allumées. Mes 6 ans de facture, Lucie, c'est des milliers de dollars. Plutôt des dizaines de milliers. Le chiffre me semblait étrange, dit à voix haute. Je n'avais jamais réellement calculé le total, probablement parce que je savais que cela me mettrait en colère. Électricité, eau, Internet, les frais de scolarité de Jake, l'assurance maladie de maman, ses paiements de carte de crédit, même le service de livraison d'épicerie. Mélissa est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Mel, tu es là. Oui. Je suis là. Je suis juste en train de digérer. Une autre pause. Lucie, pourquoi? Pourquoi as-tu fait tout ça sans le dire à personne? C'était une question juste, et je me la posais moi-même depuis des semaines. Pourquoi avais-je discrètement assumé le rôle de bonne fée financière de la famille? Quand l'aide occasionnelle s'était-elle transformée en subvention de tout leur mode de vie? Cela a commencé petit, ai-je dit. Les frais de scolarité de Jake étaient censés être temporaires. La facture d'électricité n'était qu'un mois quand papa était au chômage. La carte de crédit de maman était censée être une fois quand la sienne a été refusée, mais ça n'est pas resté petit. Non, ça n'est pas resté. Et au moment où j'ai réalisé à quel point je faisais de choses, il était trop tard pour arrêter. Il comptait sur de l'argent qu'il ne savait pas qu'il recevait. Si je m'étais retiré soudainement, tout se serait effondré. Comme ça s'effondre maintenant. Oui, comme ça s'effondre maintenant. Mélissa a soupiré. Lucie, je n'en avais aucune idée. Aucun de nous n'en avait. Quand maman t'a traité de parasite à Noël. Elle a laissé sa phrase en suspens. Quand maman m'a traité de parasite, je payais littéralement l'éducation de Jake, son assurance maladie et la moitié de leur facture ménagère. L'ironie ne m'avait pas échappé. Mon Dieu, ça a dû être horrible de t'asseoir là et de l'écouter dire ces choses alors que tu faisais tant pour tout le monde. C'était horrible. Et pas seulement à cause de l'injustice. C'était horrible parce que cela me montrait exactement comment ma famille me voyait, comme quelqu'un qui leur prenait, et non comme quelqu'un qui donnait. Mon aide avait été si invisible que ma propre mère croyait sincèrement que je ne contribuais en rien à la famille. Alors, que se passe-t-il maintenant? A demandé Mélissa. Vont-ils perdre la maison? Je ne sais pas. Ce sont des adultes, Mel. Ils trouveront une solution. Vont-ils vraiment? Lucie. Papa a passé 2 heures à essayer de comprendre sa facture d'électricité aujourd'hui. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait des frais de retard. Maman m'a appelé en pleurs parce qu'elle est convaincue que l'histoire de l'assurance est un vol d'identité. Ils ne sont pas équipés pour gérer ces choses. Alors peut-être apprendront-ils à l'être. Ou peut-être s'attendront-ils simplement à ce que tu répares tout à nouveau quand les choses iront assez mal. Et c'était la vraie peur, que mes parents attendent que la situation devienne vraiment désespérée au courant coupé, assurance annulée, Jake retiré de l'école puis m'appelle en sanglots, me demandant comment j'avais pu laisser cela arriver à la famille. Qu'ils trouveraient un moyen de transformer leur crise en ma responsabilité. Je ne peux pas revenir en arrière, ai-je dit. Même si je le voulais. Je ne te demande pas de le faire, mais Lucie, y a-t-il un juste milieu ici? Un moyen de les aider à faire la transition sans laisser tout s'effondrer? Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires. Lucie va-t-elle céder et aider sa famille? Ou va-t-elle s'en tenir à ses limites, quoi qu'il arrive? La question est restée en suspens entre nous.
Une partie de moi voulait croire qu'il y avait un juste milieu, un moyen d'aider ma famille à apprendre à être indépendante sans la regarder s'écraser. Mais la plus grande partie de moi savait que tout aide que j'offrirais deviendrait immédiatement la nouvelle norme. Ma famille ne faisait pas de transition graduelle. Ils vivaient dans la dépendance. Mel, laisse-moi te demander quelque chose. Pendant toutes les années où tu m'as connu, as-tu déjà vu maman, papa ou Jake prendre la responsabilité d'une erreur sans essayer d'en faire le problème de quelqu'un d'autre? Elle est restée silencieuse un instant. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Quand Jake a abandonné l'université la première fois, de qui était la faute? Ses professeurs étaient trop durs avec lui. La deuxième fois, le bureau d'aide financière a gâché sa paperasse. La troisième fois, il traversait une période difficile émotionnellement après sa rupture. Et quand la voiture de maman a été saisie il y a 2 ans. Mélissa a soupiré. La banque a commis une erreur avec son calendrier de paiement même si elle avait manqué 4 mois de paiement. Lucie. Et quand papa a été licencié de son emploi dans la construction, son superviseur lui en voulait, même s'il arrivait en retard et se faisait porter malade 2 fois par semaine. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais ça ne veut pas dire que nous devrions simplement les abandonner. Je ne les abandonne pas. Je les laisse être responsables de leur propre vie pour la première fois depuis des années. Après avoir raccroché avec Mélissa, je me suis assise dans mon appartement et j'ai essayé d'imaginer ce que ma famille traversait. Papa, probablement arpentant la maison en essayant de comprendre comment payer une facture d'électricité qu'il ne comprenait pas. Maman, appelant tout ce qu'elle connaissait pour se plaindre de problèmes d'assurance mystérieux. Jake, travaillant dans un café et blâmant tout le monde sauf lui-même pour sa crise éducative. Pendant 6 ans, j'avais été le filet de sécurité invisible qui les empêchait d'avoir à faire face aux conséquences de leurs propres choix. J'avais été si doué pour résoudre discrètement leurs problèmes qu'ils avaient oublié que les problèmes étaient les leurs à résoudre. Maintenant, ils allaient avoir un cours intensif sur la responsabilité adulte, qu'ils le veuillent ou non. Les semaines suivantes ont été comme regarder un accident de train au ralenti. Si les accidents de train vous faisaient vous sentir à la fois coupable et justifié. Jake a été le premier à craquer. Il s'est présenté à mon appartement un vendredi soir, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte pour trouver mon petit frère bien qu'à 28 ans, l'appeler, petit, relevait plus de l'habitude que de l'exactitude debout dans mon couloir, des sacs de course à ses pieds. J'ai apporté de la nourriture chinoise, a-t-il dit comme si cela expliquait tout. Je peux entrer? J'ai fait un pas de côté et les regardé transporter sac après sac de récipients de plats à emporter dans ma cuisine. Porc aigre doux, bœuf au brocoli, riz frit, rouleau de printemps. Assez de nourriture pour une réunion de famille. Jake, ça fait environ $60 de nourriture. Je sais. Je voulais m'assurer de prendre quelque chose que tu aimerais. Il évitait le contact visuel, occupé à déballer les récipients avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui essaie de ne pas craquer. Je pensais que nous pourrions manger et parler. Parler de quoi? Il m'a finalement regardé et j'ai pu voir l'épuisement dans ses yeux. Lucie, je travaille 60 heures par semaine entre 2 emplois pour essayer d'économiser de l'argent pour mes études. Je dors sur le canapé de Mike parce que je ne peux pas me permettre mon propre logement. Je n'ai mangé que des ramen et des barres énergétiques depuis 3 semaines. Ça a l'air vraiment difficile. Ça l'est. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Et je ne fais qu'une infime entaille à ce que je dois. Il s'est affaissé sur une de mes chaises de cuisine. Mais tu sais ce qui est bizarre? J'ai servi du riz frit sur 2 assiettes et j'ai attendu. Je suis en fait fier de moi. Pour la première fois depuis des années, je gère mes propres problèmes. Je n'appelle pas papa chaque fois que quelque chose ne va pas. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre répare mes erreurs. Il a tripoté sa nourriture. Je n'avais jamais réalisé à quel point je dépendais des autres jusqu'à ce que je doive arrêter. C'est une bonne prise de conscience. Lucie, je n'avais aussi jamais réalisé à quel point tu faisais pour moi. Pour nous tous. Et voilà. La conversation que j'attendais depuis janvier. Mélissa te l'a dit. Elle nous a tout dit sur les paiements des frais de scolarité, les factures, tout. Jake s'est frotté le visage avec les mains. Mon Dieu, Lucie, mes seuls frais de scolarité ont dû te coûter des milliers de dollars. Et je ne t'ai jamais remercié parce que je ne savais pas que tu le faisais. Tu n'étais pas censé le savoir. C'était un peu le but.
Mais pourquoi? Pourquoi aurais-tu payé pour mon éducation sans me le dire? J'ai réfléchi à la façon de l'expliquer sans avoir l'air martyr ou amer. Parce que je voulais que tu réussisses. Et je voyais que le problème d'argent était le seul obstacle. Il me semblait plus facile de gérer ça discrètement que d'en faire un grand drame familial. Plus facile pour qui? Pour tout le monde. Tu n'avais pas à stresser à ce sujet. Papa n'avait pas à admettre qu'il ne pouvait pas se le permettre. Et je n'avais pas à te regarder abandonner quelque chose d'important. J'ai qu'à hocher la tête lentement. Mais ce n'était pas plus facile pour toi. Non, ce n'était pas plus facile pour moi. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. La nourriture chinoise était bonne. Jake s'était souvenu que j'aimais les légumes supplémentaires et détestais le MSG. Et c'était étrange d'être assise en face de mon frère, ayant une véritable conversation sur les sentiments et les conséquences. Lucie, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois honnête avec moi, d'accord? Vas-tu un jour nous pardonner pour Noël? La question m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à ce qu'il me demande de l'argent ou de l'aide pour sa situation actuelle ou des conseils sur la façon de parler à nos parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande pardon. Jake, ce n'est pas une question de pardon. Alors de quoi s'agit-il? J'ai posé ma fourchette et j'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. Son visage était plus fin qu'il ne l'avait été 6 mois auparavant, probablement à cause du régime ramen. Ses vêtements étaient froissés à force de dormir sur un canapé. Ses mains avaient des callosités dues au travail manuel qu'il faisait pour payer ses factures. Mais ses yeux étaient différents, plus clairs d'une certaine manière. Comme s'il voyait réellement le monde qui l'entourait au lieu de simplement flotter à travers, attendant que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. C'est une question de respect, ai-je finalement dit. Pendant 6 ans, j'ai aidé cette famille d'une manière que personne n'a jamais reconnue. Et la première fois que j'ai eu besoin d'aide, la première fois que j'ai demandé du soutien au lieu d'en donner, maman s'est levée devant 20 personnes et m'a traité de parasite. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas parce qu'elle n'a jamais pris la peine de savoir. Aucun de vous ne l'a fait. Vous avez tous juste supposé que les factures se payaient d'elles-mêmes, que les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes, que Lucie s'occuperait de ce qui devait être géré. Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. Avez-vous une idée de ce que ça fait d'être invisible pour sa propre famille? Jake est resté silencieux un long moment. Non, a-t-il finalement dit. Mais je commence à comprendre ce que ça fait de gérer mes propres problèmes. Et Lucie, c'est terrifiant. Oui, ça l'est. C'est comme ça que tu te sentais tout ce temps? Effrayé et seul et responsable de tout? J'y ai réfléchi. Pas effrayé exactement, mais certainement seul et certainement responsable de tout. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est comme ça que les choses étaient. Jake a remué sa nourriture dans son assiette. Alors, que se passe-t-il maintenant? N'avons-nous plus de famille? Jake, nous sommes en train de dîner ensemble. Nous parlons de choses réelles au lieu de simples superficialités. Nous nous traitons comme des adultes capables de conversations difficiles. Cela ressemble plus à une famille que tout ce que nous avons fait depuis des années. Mais qu'en est-il de maman et papa? Qu'en est-il d'eux? Ils luttent, Lucie. Vraiment luttent. Papa a fait des heures supplémentaires pour essayer de rattraper les factures. Et maman nettoie les maisons des autres pour de l'argent supplémentaire. Elle a 62 ans et elle nettoie des toilettes parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité. La culpabilité m'a frappé de plein fouet. Maman nettoyant des maisons, papa faisant des heures supplémentaires avec un mauvais dos. Mes parents, qui avaient élevé 3 enfants et travaillé dur toute leur vie, réduits soudainement à se démener pour trouver de l'argent pour garder les lumières allumées. C'est horrible, ai-je dit. Je suis désolé qu'ils traversent ça. Mais tu ne vas pas les aider? Jake, je les ai aidés pendant 6 ans. Ils ne le savaient juste pas. Alors aide-les maintenant qu'ils savent qu'ils en ont besoin. J'ai regardé mon frère assis dans ma cuisine, entouré de récipients de plats à emporter qu'il ne pouvait probablement pas se permettre, me demandant de sauver les mêmes parents qui m'avaient humilié 3 mois auparavant. Et j'ai réalisé que rien n'avait vraiment changé. Jake avait appris à gérer ses propres problèmes. Mais sa solution aux problèmes de nos parents était toujours de demander à Lucie de les régler. Non, ai-je dit doucement. Je ne vais pas les aider. Lucie. Jake,
Tu viens de me dire que gérer tes propres problèmes a été la chose la plus difficile et la plus fière que tu aies jamais faite. Pourquoi voudrais-tu enlever cette expérience à maman et papa? Il m'a regardé comme si j'avais suggéré à nos parents de faire du parachutisme. Parce que ce sont nos parents. Parce qu'ils luttent. Parce que nous sommes censés aider la famille. Tu aides la famille. Tu m'as apporté le dîner et tu m'as dit que tu comprenais ce que j'avais traversé. C'est de l'aide. Je me suis levé et j'ai commencé à mettre les restes dans des récipients. Mais me demander de redevenir la solution financière de la famille n'est pas de l'aide, Jake. C'est juste remettre les choses comme elles étaient. Et s'ils n'y arrivent pas? Et s'ils perdent la maison? Alors ils trouveront quoi faire ensuite, tout comme tu l'as fait quand tu as dû trouver un nouveau logement. Jake est parti cette nuit-là avec des sacs de restes et une expression frustrée qui me disait qu'il pensait que j'étais déraisonnablement têtu. Mais il m'a aussi serré dans ses bras pour la première fois depuis des années et a dit « Je suis fier de ce que tu fais, même si je ne le comprends pas. » C'était la chose la plus honnête qu'un membre de ma famille m'ait dite depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. L'intervention a eu lieu un dimanche de mars, et j'aurais dû la voir venir. Mélissa m'a appelé ce matin-là avec une invitation à un brunch familial chez elle. Rien de formel, a-t-elle dit. Juste des crêpes et du café et l'occasion de rattraper le temps perdu avec tout le monde. Cela faisait des mois que nous n'avions pas tous été dans la même pièce. Et, ne serait-ce pas agréable d'essayer de revenir à la normale? J'aurais dû savoir que la normale était exactement ce qu'il voulait retrouver. Je suis arrivé chez Mélissa et j'ai trouvé la voiture de mes parents déjà dans l'allée, ainsi que la vieille Honda de Jake. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir tout le monde assis autour de la table de salle à manger de Mel, qui était dressée avec ses belles assiettes et ses serviettes en tissu. Certainement pas le petit déjeuner décontracté aux crêpes que j'attendais. Lucie. Mélissa a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je suis si contente que tu sois venue. La salle à manger est devenue silencieuse quand je suis entré. Maman et papa étaient assis l'un en face de l'autre à table, tous deux habillés comme s'ils allaient à l'église. Jake portait une chemise boutonnée que je n'avais jamais vue auparavant. Même Mélissa avait troqué ses survêtements habituels du week-end contre un pantalon de ville et un chemisier. Cela semble très formel pour un brunch familial, ai-je dit en prenant la chaise vide qu'il m'avait évidemment gardée. Nous voulions te parler de quelque chose d'important, a dit papa, allant droit au but d'une manière qui ne lui ressemblait pas du tout. À propos de la situation familiale. Quelle situation familiale? Maman s'est penchée en avant, les mains jointes devant elle comme si elle priait. Lucie, nous savons que tu es en colère contre nous à cause de Noël. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, et je suis vraiment désolé de t'avoir blessé. C'étaient de belles excuses, et elles semblaient presque sincères, mais il y avait quelque chose de répété dans la façon dont elle les a prononcées, comme si elle s'était entraînée devant le miroir. Merci de t'être excusé, ai-je dit prudemment. Le fait est, a poursuivi papa. Nous espérons pouvoir laisser tout cela derrière nous et travailler ensemble en famille pour résoudre certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quel genre de problèmes? Des problèmes financiers, a dit Mélissa. Et j'ai remarqué qu'elle ne voulait pas croiser mon regard. Maman et papa ont du mal à rattraper les factures après tout ce qui s'est passé en janvier, et Jake essaie toujours de retourner à l'école. Maman a ajouté, il travaille si dur, mais les frais de scolarité sont tout simplement écrasantes pour quelqu'un de son âge. J'ai regardé autour de la table ma famille, tous bien habillés et assis à leur place désignée, prononçant leurs discours soigneusement préparés sur les problèmes familiaux qui devaient être résolus. C'était comme assister à une réunion de conseil d'administration où j'étais la PDG à qui l'on demandait d'approuver un budget. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? La question semblait les prendre au dépourvu. Papa a jeté un coup d'œil à maman. Maman a regardé Mélissa. Jake fixait sa tasse de café. Eh bien, a finalement dit Mélissa. Nous pensions que tu pourrais les aider à se remettre sur les rails. Juste temporairement, le temps qu'ils se rattrapent. Les aider comment? Financièrement, a dit Jake doucement. Comme tu le faisais avant. Et voilà. La vraie raison de cette réunion de famille formelle, des belles assiettes, des excuses répétées. Ils voulaient que je redevienne leur filet de sécurité invisible. Alors, laissez-moi m'assurer que je comprends bien, ai-je dit, gardant ma voix calme. Vous voulez que je recommence à payer vos factures,
Juste temporairement, a dit maman rapidement. Jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Combien de temps et temporairement? Une nouvelle série de regards. Personne n'avait réfléchi aussi loin. Peut-être 6 mois, a suggéré papa. 1 an au maximum. Et que se passe-t-il après cette année? Eh bien, d'ici là, nous aurons trouvé un meilleur système pour tout gérer, a dit Mélissa. Quel genre de système? Je ne sais pas, Lucie. Un budget ou un plan de paiement ou quelque chose comme ça. Le fait est qu'en ce moment, ils ont besoin d'aide et tu es en mesure de la leur apporter. Je me suis assise dans ma chaise et j'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Mes parents, qui vivaient au-dessus de leurs moyens depuis si longtemps qu'ils avaient oublié quel était leur véritable moyen. Jake, qui apprenait enfin à subvenir à ses besoins, mais voulait prendre un raccourci vers la dépendance. Mélissa, qui n'avait jamais eu besoin de mon aide, mais était parfaitement à l'aise de me demander de la fournir pour tout le monde. Non, ai-je dit. Lucie, s'il te plaît. La voix de maman s'est brisée. J'ai 62 ans. Je ne peux pas continuer à travailler 2 emplois et à nettoyer des maisons juste pour garder les lumières allumées. Alors ne le fais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, trouve une solution qui n'implique pas que je paie pour ta vie. Je me suis tourné vers papa. Tu as dit que tu voulais laisser Noël derrière nous et travailler ensemble en famille. Ce n'est pas travailler ensemble. C'est me demander de redevenir votre compte bancaire personnel. Ce n'est pas ça, a protesté Mélissa. N'est-ce pas? Parce que cela ressemble exactement à ce que c'est, me suis-je levé. Pendant 6 ans, j'ai discrètement payé l'éducation de Jake, votre assurance maladie, vos cartes de crédit, vos factures de services publics. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance ou de remerciement. Je n'en ai jamais fait un problème familial. Je l'ai juste géré parce que je le pouvais et parce que je vous aime. Nous savons, a dit Jake. Et nous sommes reconnaissants. Vous êtes reconnaissant maintenant. Mais où était la gratitude quand maman m'a traité de parasite devant 20 personnes? Où était la gratitude quand vous avez ri alors qu'elle me traitait de parasite? Lucie, nous ne savions pas. Papa a dit, vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir. Vous vouliez croire que vos problèmes financiers se résolvaient comme par magie. Vous vouliez croire que les frais de scolarité de Jake étaient couverts par une bourse mystérieuse. Vous vouliez croire que j'étais le membre de la famille qui vous prenait au lieu du membre de la famille qui vous donnait. Le silence autour de la table était assourdissant. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Vous allez trouver vos propres solutions financières, comme tout autre adulte dans le monde. Vous allez faire des budgets et des plans de paiement et des choix difficiles sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas vous permettre. Et vous allez le faire sans que ce soit ma responsabilité de financer votre mode de vie. Mais Lucie, la voix de maman était faible maintenant. Et si nous ne pouvons pas? Et si nous perdons la maison? Alors vous trouverez quoi faire ensuite. Vous réduirez votre taille, ou déménagerez dans un endroit moins cher, ou demanderez de l'aide à Jake et Mélissa, ou ferez une demande de programme d'aide. Vous ferez ce que des millions de familles font quand elles ne peuvent pas se permettre leur situation actuelle. Tu ne vas vraiment pas nous aider, a demandé Jake. Je vais vous aider en ne vous aidant pas, ai-je dit. Je vais vous laisser être les adultes indépendants et capables que vous êtes réellement au lieu des victimes impuissantes que vous prétendez être. J'ai marché vers la porte d'entrée de Mélissa, laissant derrière moi les couverts formels et l'intervention soigneusement planifiée. Lucie, attends. Mélissa m'a appelé. Je me suis retourné. Mel, pendant toutes les années où je payais les factures de tout le monde, l'un de vous a-t-il jamais pensé à ce que cela me coûtait? Pas seulement de l'argent, mais du temps, du stress et de l'énergie. L'un de vous s'est-il déjà demandé si j'avais besoin d'aide pour mes propres problèmes? Elle a semblé sincèrement confuse. Mais tu n'avais jamais l'air d'avoir besoin d'aide. Parce que je n'en ai jamais demandé. Parce que j'ai appris que demander de l'aide signifiait être humilié devant toute la famille. J'ai ouvert la porte d'entrée. Peut-être est-il temps pour vous tous d'apprendre ce que j'ai appris. Comment résoudre vos propres problèmes sans en faire la responsabilité de quelqu'un d'autre? Je les ai laissés assis autour de la table de salle à manger de Mélissa, avec leurs belles assiettes et leurs discours répétés et leur supposition que « famille » signifiait « Lucie répare tout ». Pour la première fois depuis Noël, je me suis senti complètement libre. Avril a apporté les appels téléphoniques. Ils commençaient à l'heure du dîner les soirs de semaine,
quand je me détendais après le travail et essayais de me convaincre que je faisais la bonne chose. Maman appelait la première, sa voix tremblante de ce qui ressemblait à une véritable panique. Lucie, le paiement de l'hypothèque est dû demain, et il nous manque encore 300 dollars. J'ai appelé partout pour voir si quelqu'un pouvait t'aider. As-tu parlé à la banque d'un plan de paiement? Ils ont dit qu'ils pourraient peut-être trouver un arrangement, mais que cela prendrait des semaines à traiter, et nous avons besoin d'aide maintenant. Et si tu demandais à Mélissa ou Jake? Mélissa économise pour sa propre maison, et Jake a à peine de quoi payer son loyer. Lucie, tu sais, nous ne demanderions pas si nous n'étions pas désespérés. Les appels avaient un schéma, crise, urgence, autres membres de la famille ne peuvent pas aider, Lucie est la seule solution. Parfois, c'était l'hypothèque. Parfois, c'était des factures médicales que maman ne pouvait pas se permettre. Parfois, c'était des réparations de voitures dont papa avait besoin pour continuer à travailler. Chaque appel se terminait de la même manière, je disais que je ne pouvais pas aider et maman ou papa agissaient comme si j'abandonnais la famille à son heure la plus sombre. Les appels de Jake étaient différents. Moins de manipulation, plus de confusion sincère. Lucie, je ne comprends pas ce que tu veux de nous. Tu dis que tu veux que nous soyons indépendants, mais tu ne nous aideras pas à arriver à un point où nous pouvons être indépendants. Comment maman et papa sont-ils censés établir un budget alors qu'ils sont déjà en retard sur tout? De la même manière que tout le monde établit un budget quand il est en retard sur tout. Ils font des choix difficiles, réduisent les dépenses et demandent peut-être l'aide de professionnels. Mais nous sommes une famille. La famille est censée aider la famille. Jake, j'ai aidé la famille pendant 6 ans. Maintenant, c'est au tour de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre comme qui? Comme toi. Comme Mélissa. Comme maman et papa qui sait de même. Lucie, je travaille 2 emplois et je dors sur un canapé. Je n'ai pas d'argent pour les aider. Alors peut-être qu'ils doivent trouver des solutions qui ne nécessitent pas d'argent de leurs enfants. La conversation qui a tout changé est venue de Mélissa un jeudi soir de fin avril. Elle a appelé pendant que je préparais le dîner, sa voix tendue de frustration. Lucie, ça a assez duré. Qu'est-ce qui a assez duré? Tout ça, cette punition que tu infliges à toute la famille parce que tu es en colère à cause de Noël. Maman et papa parlent de déposer le bilan. Jake ne retournera jamais à l'école à ce rythme. Tout le monde est malheureux. Et pourquoi? Pour prouver quoi? Prouver quoi exactement? Que tu nous aidais avant et que nous n'avons pas assez apprécié. D'accord, point prouvé. Nous avons compris maintenant. Tu étais généreuse et nous étions ingrats. Pouvons-nous passer à autre chose? J'ai posé ma cuillère en bois et j'ai éteint la cuisinière. Mel, penses-tu que c'est de cela qu'il s'agit? L'appréciation? Non. Il s'agit du fait que tu viens d'appeler ça une punition. Comme si le fait que je ne paie pas vos factures était une punition que je vous inflige au lieu d'une limite normale que la plupart des familles ont. Lucie, sois réaliste. La plupart des familles n'ont pas quelqu'un qui peut se permettre de payer les factures de tout le monde. La plupart des familles n'ont pas non plus quelqu'un prêt à payer les factures de tout le monde. Mais disons que je pouvais me le permettre. Disons que je gagnais à la loterie demain et que j'avais de l'argent illimité. Penses-tu qu'il serait sain pour moi de passer le reste de ma vie à m'assurer qu'aucun de vous n'ait jamais à gérer ses propres problèmes financiers? Mélissa est restée silencieuse un instant. Je ne sais pas. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. J'y ai pensé de cette façon pendant des mois. Et la réponse est non. Ce ne serait pas sain. Ni pour moi, ni pour aucun d'entre vous. Mais Lucie, et si quelque chose de vraiment grave se produisait? Et si papa avait une crise cardiaque et ne pouvait plus travailler? Et si maman tombait malade et avait besoin de traitements coûteux? Vas-tu vraiment nous laisser nous débrouiller seuls? C'était une question juste, et je m'étais débattu avec elle depuis janvier. Où était la limite entre des limites saines et un véritable abandon? Si ma famille faisait face à une véritable urgence, resterais-je vraiment à l'écart et les regarderais-je lutter? Mel, si papa a une crise cardiaque, je serai là pour le soutenir et l'aider à prendre des décisions médicales et m'assurer qu'il reçoit les soins dont il a besoin. Si maman tombe malade, je ferai des recherches sur les médecins et les options de traitement et je serai là pour chaque rendez-vous. Mais tu n'aideras pas financièrement. Je ne deviendrai pas automatiquement responsable du financement de chaque crise. Il y a une différence entre soutenir et se substituer à la responsabilité de quelqu'un d'autre.
Et s'ils perdent la maison? Alors nous trouverons ce qui vient ensuite ensemble, en famille, avec tout le monde qui apporte des idées et des solutions au lieu que tout le monde se tourne vers moi pour de l'argent. Mélissa a soupiré, je pense toujours que tu es trop rigide à ce sujet. Peut-être que je le suis, mais Mel, pendant 6 ans, j'ai été trop flexible à ce sujet. Je me suis plié en 4 pour accommoder l'irresponsabilité financière de tout le monde, et ça a failli me briser. Peut-être que la rigidité est ce dont j'ai besoin en ce moment. Après avoir raccroché, j'ai terminé de préparer le dîner et les manger seul dans mon appartement, en réfléchissant à la flexibilité et à la rigidité et à l'espace entre le soutien et la permissivité. Le coup à ma porte est venu à 20 h, juste au moment où je m'installais avec un livre et une tasse de thé. Par le Judas, je pouvais voir mes parents debout dans le couloir, tous deux l'air plus âgés et plus fatigués que je ne m'en souvenais. J'ai ouvert la porte, mais ne les ai pas invités à entrer. Lucie, a dit papa, nous devons parler de quoi? De cette situation. De la famille. Maman s'est rapprochée. Chérie, nous sommes à bout de souffle. La banque menace de saisie. Je ne peux pas me permettre mes médicaments. Le dos de ton père empire, mais nous ne pouvons pas nous permettre la physiothérapie que son médecin a recommandée. Je suis désolé d'entendre ça. Lucie. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Je sais que tu es en colère contre nous, et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais nous nous noyons. Nous avons besoin d'aide. Quel genre d'aide? Une aide financière, a dit papa sans détour. Nous avons besoin que tu recommences à couvrir certaines des factures importantes, juste le temps que nous nous remettions sur les rails. Combien de temps cela prendrait-il? Nous ne savons pas, peut-être 1 an, peut-être plus. Et que feriez-vous pendant cette année pour vous remettre sur les rails? Ils se sont regardés incertains. Faire un budget, a suggéré maman. Apprendre à mieux gérer l'argent, a ajouté papa. Cela ressemble à des choses que vous pourriez faire maintenant sans mon soutien financier. Lucie. La voix de maman s'est brisée. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri et vêtu et t'avons donné un toit pendant 18 ans. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Et voilà. L'argument que j'attendais depuis Noël. L'idée que les enfants doivent à leurs parents un soutien financier indéfini en paiement de leur éducation. Maman, ça compte beaucoup. Ça compte pour que je vous aime et que je veuille que vous soyez heureux et en bonne santé. Ça compte pour que je sois là pour vous soutenir dans les moments difficiles, mais pas financièrement. Pas financièrement? Papa a fait un pas en avant. Lucie, et si nous promettions de te rembourser? Et si nous en faisions un prêt au lieu d'un don? Papa, vous ne pouvez pas payer vos factures actuelles. Comment pourriez-vous payer vos factures actuelles plus les remboursements de prêts à moi? Nous trouverions une solution. Comme quoi? Je ne sais pas, Lucie. Nous trouverions une solution. J'ai regardé mes parents debout dans mon couloir, avec leur visage désespéré et leur vague promesse de « trouver une solution ». Il y a 6 mois, j'aurais immédiatement commencé à chercher des solutions. J'aurais recherché des programmes d'aide, des plans de paiement et des options de modification de prêts. J'aurais fait de leur crise mon projet. Au lieu de cela, je me suis senti calme, claire, certaine. Maman, papa, je vous aime tous les deux énormément, mais je ne reprendrai pas le paiement de vos factures. Pas temporairement, pas en tant que prêt, pas en aucune circonstance. Vous devez trouver d'autres solutions. Quelle solution, a demandé maman. Quelle solution magique pensez-vous que nous avons et que nous n'avons pas déjà essayé? Les mêmes solutions que des millions de familles utilisent quand elles ne peuvent pas se permettre leur mode de vie. Réduire la taille, vendre des choses, déménager dans un endroit moins cher, trouver des emplois supplémentaires. Demander de l'aide à des agences qui existent pour aider les personnes en crise financière. Ce ne sont pas de vraies solutions, a dit papa. Ce ne sont pas des solutions faciles, ai-je corrigé. Mais ce sont de vraies solutions, et ce sont vos solutions à trouver. J'ai fermé la porte doucement, mais fermement, laissant mes parents dans le couloir pour trouver ce qui venait ensuite. Pour la première fois depuis Noël, j'ai dormi toute la nuit sans me soucier des problèmes de quelqu'un d'autre. Le point de rupture est arrivé en mai, exactement 6 mois après Noël, quand ils sont tous apparus à l'entrée de mon immeuble à 7 h du matin. Je me préparais pour le travail quand la sonnette de l'entrée a retenti. La voix du gardien a grésillé dans l'interphone. Mademoiselle Anderson, vous avez plusieurs visiteurs ici.
Vos parents, votre frère et votre sœur. Il demande à monter. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, à moitié habillé, les cheveux encore humides de la douche, la brosse à mascara à la main, et j'ai réalisé que c'était ça. Le moment pour lequel je m'étais préparé depuis janvier, le dernier assaut coordonné sur mes limites. Faites-les monter, s'il vous plaît. J'ai fini de me préparer au son des pas et des voix urgentes dans le couloir devant mon appartement. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient disposés comme une délégation. Maman et papa devant, Jake et Mélissa les flanquant, tous affichant des expressions de détermination sombre. Nous devons parler, a annoncé maman, me dépassant pour entrer dans mon salon. Bonjour à toi aussi, ai-je dit en refermant la porte derrière eux. Je peux vous offrir un café? Lucie, assieds-toi, a dit papa avec la voix qu'il utilisait quand j'étais enfant et que j'étais en difficulté. Ça a assez duré. Je suis resté debout et j'ai croisé les bras. Qu'est-ce qui a assez duré? Cette crise de colère, a dit Mélissa. Cette punition que tu infliges à toute la famille parce que tu es en colère à cause de Noël. Nous sommes ici pour te présenter un ultimatum, a ajouté Jake, sortant un morceau de papier plié de sa poche de veste. Nous en avons tous parlé et nous avons décidé que cela se terminait aujourd'hui. Un ultimatum. Ils avaient organisé un ultimatum. J'ai presque ri de l'absurdité de la chose. D'accord, ai-je dit. Écoutons. Jake a déplié le papier et a commencé à lire comme s'il s'agissait d'un document légal formel. Lucie Anderson, nous, ta famille, te donnons une dernière opportunité de reprendre ton soutien financier à ce foyer. Si tu acceptes d'aider avec les factures mensuelles et les dépenses courantes, nous sommes prêts à oublier les 6 derniers mois et à revenir à la situation d'avant. Et si je n'accepte pas? Alors tu ne seras plus la bienvenue aux réunions de famille, a dit maman, la voix tremblante de colère ou de nervosité. Plus de dîners de Noël, plus de fêtes d'anniversaire, plus d'événements familiaux. Tu choisiras de t'exclure de cette famille. Je les ai regardés, ces 4 personnes que j'avais passé toute ma vie à aimer, à soutenir et à essayer de satisfaire, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la tristesse, de la colère ou de la peur, mais une étrange sorte de soulagement. Vous me reniez si je n'accepte pas de payer vos factures. Nous nous protégeons de quelqu'un qui a clairement choisi l'argent plutôt que la famille, a dit papa. J'ai choisi l'argent plutôt que la famille. J'ai ri et c'est sorti plus fort que je ne l'avais voulu. J'ai passé 6 ans à choisir la famille plutôt que l'argent. J'ai choisi votre stabilité financière plutôt que ma propre sécurité financière. J'ai choisi l'éducation de Jake plutôt que mes propres économies. J'ai choisi l'assurance maladie de maman plutôt que mon propre fonds d'urgence. Et nous sommes reconnaissants pour cela, a dit Mélissa rapidement. Mais Lucie, cela ne te donne pas le droit de nous abandonner quand les choses deviennent difficiles. Les choses sont devenues difficiles en janvier. Cela fait 5 mois. Combien de temps faut-il pour que vous trouviez des solutions qui ne m'impliquent pas? Nous avons trouvé des solutions, a dit maman. La solution est que tu recommences à nous aider comme avant. Ce n'est pas une solution. C'est juste revenir en arrière. Jake a fait un pas en avant, tenant toujours son morceau de papier comme si cela lui donnait une sorte d'autorité. Lucie, nous avons clairement exprimé notre position. Soit tu recommences à payer, soit tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai marché jusqu'à mon comptoir de cuisine et j'ai pris mon sac à main et mes clés. D'accord. D'accord quoi? D'accord. Je choisis de ne plus faire partie de cette famille. Je me suis dirigé vers la porte. Je dois aller travailler maintenant. S'il vous plaît, fermez à clé en partant. Le silence derrière moi était assourdissant. Je pouvais les sentir me fixer du regard. Probablement en attendant que je me retourne et dise que je ne le pensais pas. Que je ne faisais que prouver un point. Que bien sûr, je préférerais payer leurs factures plutôt que de les perdre entièrement. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte de mon appartement et je suis sorti. Lucie, attends. Mélissa m'a appelé. Je me suis arrêté et me suis retourné. Mel, tu viens de me dire que ma valeur pour cette famille se mesure en dollars. Tu viens de me menacer de me renier si je n'accepte pas de financer votre mode de vie. Tu veux savoir ce que j'ai appris en 6 mois sans être votre compte bancaire personnel? Quoi? J'ai appris que je suis une personne à part entière. J'ai des amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux.
J'ai une carrière qui me satisfait. J'ai des passe-temps, des intérêts et des objectifs qui n'ont rien à voir avec la résolution des problèmes des autres. Je les ai regardés chacun, debout dans mon couloir. J'ai appris que je n'ai pas besoin d'une famille qui ne m'apprécie que pour mon argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, a protesté papa. N'est-ce pas? Parce que vous venez de me donner un ultimatum. Payez nos factures ou perdez-nous. Cela ressemble exactement à une famille qui ne m'apprécie que pour mon argent. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur, laissant derrière moi 4 personnes qui m'avaient enfin montré exactement ce que je représentais pour elles. Dans l'ascenseur, descendant vers l'entrée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une liberté totale par rapport aux attentes des autres. C'était terrifiant et exaltant et absolument juste. Le premier Noël sans eux a été réellement paisible. J'ai passé le 25 décembre dans mon appartement en pyjama jusqu'à midi et à faire des crêpes à partir de rien pendant que la neige tombait devant mes fenêtres. J'ai fait un appel vidéo à ma colocataire de l'université qui avait déménagé à Seattle, échangé des SMS avec quelques amis du travail et lu un livre entier sans que personne n'appelle pour me demander de résoudre leurs problèmes. C'était le premier matin de Noël de ma vie d'adulte où je n'étais pas stressé par la dynamique familiale ou inquiète de savoir qui pourrait avoir une crise à régler. Juste moi, mon café et le genre de calme qui vient de ne pas être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Vers 15 heures, mon téléphone a sonné. Le nom de Mélissa s'affichait à l'écran. Joyeux Noël, Lucie. Joyeux Noël, Mel. Comment passes-tu la journée? Tranquillement. Et toi? Comment se passe la réunion de famille? Une pause. Petite. Juste moi, Jake, maman et papa. C'est différent sans toi. J'ai attendu qu'elle en vienne au fait. Mélissa n'appelait pas seulement pour échanger des politesses. Lucie, je voulais te dire quelque chose à propos de l'année passée. D'accord. J'avais tort à propos de l'ultimatum, de l'avoir appelé une crise de colère, de tout ça. J'ai passé les 6 derniers mois à regarder maman et papa gérer leurs finances et à regarder Jake apprendre à budgétiser et à économiser de l'argent. Et j'avais tort. En quoi? Ils sont tous plus capables que je ne le pensais. Papa a appris à utiliser les services bancaires en ligne et à configurer les paiements automatiques. Maman a trouvé un emploi à temps partiel qu'elle apprécie vraiment et a commencé à utiliser des coupons comme si c'était un passe-temps. Jake a économisé suffisamment d'argent pour s'inscrire à un programme de collège communautaire. Et il est si fier de lui pour l'avoir mérité. J'ai souri malgré moi. Tout cela semble vraiment bien. C'est bien. Mais Lucie, ce que j'ai réalisé, c'est que rien de tout cela ne se serait produit si tu avais continué à tout payer. Il serait resté confortable et dépendant et Jake serait resté irresponsable et rien n'aurait changé. Probablement pas. Certainement pas. Et j'ai aussi réalisé autre chose. Sa voix est devenue plus douce. J'ai réalisé que j'avais passé 6 ans à te regarder t'occuper de tout le monde et que je ne t'ai jamais demandé si tu avais besoin de quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé comment tu allais ou si tu étais stressé par l'argent ou si tu avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Mel, j'ai été une sœur terrible, Lucie. Pas parce que je n'ai pas contribué financièrement aux factures de la famille. Je n'aurais pas dû le faire, mais parce que je n'ai pas prêté attention à ton bien-être. Je t'ai traité comme une ressource au lieu d'une personne. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. De toutes les choses que ma famille avait faites au fil des ans, l'invisibilité avait été la partie la plus difficile. La façon dont ils avaient tous juste supposé que j'allais bien. Que je gérais tout. Que je n'avais besoin de rien d'eux. Merci de dire ça. Je le dis parce que c'est vrai. Et parce que tu me manques. Nous manquons tous de toi. Tu me manques aussi, Lucie. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais voudrais-tu prendre un café avec moi un jour? Juste nous deux. Pas d'ordre du jour. Pas de drame familial. J'aimerais apprendre à connaître ma sœur en tant que personne au lieu de la résolveuse de problèmes de la famille. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement la rue enneigée en contrebas, pensant aux secondes chances et aux nouvelles relations et à la différence entre manquer quelqu'un et manquer ce qu'il faisait pour vous. J'aimerais ça, ai-je dit. Mais Mel, je dois te faire comprendre quelque chose. Je ne reviendrai plus jamais à être la banque de la famille. Si c'est ce que tu espères, ce n'est pas ça. Je le jure, Lucie, ce n'est pas ça.
Je veux juste avoir une relation avec ma sœur basée sur le fait de s'apprécier vraiment au lieu d'une obligation financière. Alors oui, prenons un café. Après avoir raccroché, je me suis blotti sur mon canapé avec mon livre et j'ai réfléchi à l'année passée. L'humiliation du matin de Noël me semblait lointaine. Les appels téléphoniques désespérés et les tentatives de manipulation avaient cessé il y a des mois. L'ultimatum dans mon couloir semblait être quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Dans l'espace où la gestion des crises familiales avait l'habitude de vivre, j'avais construit une vie qui était entièrement la mienne. J'avais pris des cours de poterie et rejoint un groupe de randonnée. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un qui ne savait rien de ma dynamique familiale et qui m'appréciait très bien tel que j'étais. J'avais obtenu une promotion au travail parce que j'avais enfin l'énergie mentale de me concentrer sur ma propre carrière au lieu des problèmes de tout le monde. Mon compte d'épargne, n'étant plus vidé par les urgences des autres, avait suffisamment grossi pour que j'aie commencé à chercher des maisons, pas des appartements, des maisons avec des jardins et des chambres d'amis et de l'espace pour la vie que je construisais. La culpabilité qui m'avait poursuivi en janvier et février avait progressivement été remplacée par quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La confiance que j'étais exactement là où je devais être. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Le numéro de Jack. Joyeux Noël, ma sœur. Je sais que nous ne nous parlons pas en famille, mais je voulais que tu saches que j'ai obtenu mon diplôme de mon programme la semaine dernière avec une moyenne de 3,8. J'ai payé chaque heure de crédit moi-même, et je n'ai jamais été aussi fier de quoi que ce soit dans ma vie. Merci de m'avoir forcé à grandir. Je t'aime. J'ai souri et tapé en retour. Je suis si fier de toi. Je t'aime aussi. Alors que l'après-midi s'estompait en soirée, je me suis préparé un dîner simple et j'ai repensé au Noël qui avait tout déclenché. La voix de maman résonnant dans le salon. Tout ce que tu fais, c'est prendre, prendre, prendre. Les rires des proches qui m'avaient vu me faire humilier et n'avaient rien dit. Si je pouvais revenir à ce moment, me suis-je demandé, ferais-je quelque chose de différent? Est-ce que je me défendrais au lieu de partir discrètement? Expliquerais-je exactement ce que j'avais apporté avant tous les paiements? Probablement pas, parce que la sortie discrète, la suppression systématique du soutien, les mois passés à les laisser se débrouiller seuls, tout cela avait mené à ceci. Jake apprenant à être responsable de sa propre éducation. Mes parents découvrant qu'ils étaient plus capables qu'ils ne l'avaient réalisé. Mélissa reconnaissant que la famille signifiait plus qu'une obligation financière, et moi apprenant que je valais plus que ce que je pouvais fournir aux autres. La neige continuait de tomber devant mes fenêtres alors que je m'installais pour une soirée paisible seule. Quelque part en ville, ma famille finissait probablement son dîner de Noël. Peut-être parlait-elle de m'appeler, peut-être regrettait-elle la façon dont j'organisais tout et m'assurait que rien ne se passe mal. Mais cette Lucie, celle qui résolvait les problèmes de tout le monde et absorbait les crises de tout le monde, était partie. À sa place, il y avait quelqu'un qui avait appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout. C'était le plus beau cadeau de Noël que je me sois jamais fait. Le Noël suivant, il y a eu une invitation manuscrite de Mélissa me demandant si je voulais les rejoindre pour un petit dîner de fête discret. Pas d'attente, pas de drame, juste la famille essayant de comprendre comment redevenir une famille. J'y ai réfléchi pendant une semaine avant de répondre. Pas parce que j'étais encore en colère, mais parce que je voulais être sûr d'y aller pour les bonnes raisons. Non par obligation ou par culpabilité ou par l'ancien besoin de rendre tout le monde heureux, mais parce que je voulais sincèrement voir les personnes que ma famille était devenue au cours de l'année depuis l'ultimatum. Quand je suis arrivé chez mes parents la veille de Noël, les décorations étaient plus simples que depuis des années. Pas d'installations élaborées ou de couronnes coûteuses, juste des lumières sur l'arbre et quelques bougies sur la cheminée. Cela semblait plus chaleureux d'une certaine manière, plus authentique. Maman m'a serré dans ses bras à la porte comme si elle n'était pas sûre que je la laisserais faire, puis elle a reculé pour me regarder. Tu as bonne mine, ma chérie. Vraiment bonne mine. Merci. Toi aussi. Et elle l'avait. Maman avait l'air plus en forme que je ne l'avais vue depuis des années. Comme si elle avait arrêté de porter le poids des problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre. Son nouveau travail à temps partiel dans une librairie locale lui avait donné quelque chose dont elle était enthousiaste, et cela se voyait. Papa était dans la cuisine, en train de cuisiner, portant un tablier qui disait « Chef du monde ». Il avait appris à faire quelques repas de base au cours de l'année passée, en partie par nécessité et en partie, je le soupçonnais, parce qu'il avait découvert qu'il aimait ça.
Jake était là avec une petite amie que je n'avais jamais rencontrée. Tous deux parlaient avec animation du programme de certification informatique qu'il avait terminé et de l'emploi qu'il avait décroché dans une entreprise technologique locale. Il avait l'air plus âgé, plus posé, comme quelqu'un qui avait trouvé comment construire une vie au lieu de simplement en trébucher. Mélissa avait apporté des albums photos de l'année passée, des photos de dîners de famille et de célébrations d'anniversaire et de mardis soirs ordinaires qui semblaient plus détendus que nos réunions de famille ne l'avaient été depuis des années. Nous pensions que tu voudrais voir ce que tu as manqué, a-t-elle dit en s'installant à côté de moi sur le canapé. Les photos racontaient une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. Ma famille apprenant à fonctionner sans moi. Mes parents ayant l'air réellement heureux au lieu d'être discrètement stressés. Jake et Mélissa aidant au repas et au nettoyage au lieu de supposer que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Tout le monde avait l'air moins frénétique, plus présent, plus comme s'ils appréciaient la compagnie de l'autre au lieu de simplement le supporter. Vous avez tous l'air vraiment bien, ai-je dit et je le pensais. Nous avons appris des choses, a dit papa de sa place près de l'arbre. À dépendre les uns des autres au lieu de dépendre d'une seule personne pour tout arranger. Nous avons appris que nous profitions de toi depuis des années, a ajouté maman doucement. Et que nous sommes en fait plus capables que nous ne le pensions quand nous le devons. La conversation qui a suivi ne ressemblait à aucune de celles que nous avions eues en famille. Une discussion réelle sur l'argent et la responsabilité et la différence entre aider et permettre. Une reconnaissance honnête des façons dont ils avaient tous contribué à une dynamique qui avait été malsaine pour tout le monde, surtout pour moi. Mais surtout, c'était juste un dîner de famille normal sans crise ni drame ni personne qui me regardait pour résoudre leurs problèmes. Jake a raconté des histoires amusantes sur ses premiers emplois terribles. Mélissa a partagé des photos de la maison qu'elle rénovait. Maman et papa ont parlé de leur plan de retraite comme des gens qui avaient appris à vivre selon leurs moyens. Je me suis retrouvé à me détendre d'une manière que je n'avais jamais pu faire lors des réunions de famille auparavant. Non pas parce que j'étais responsable de faire en sorte que tout se passe bien, mais parce que j'étais juste Lucie, là pour profiter du dîner et de la conversation avec des gens que j'aimais. Quand il a été temps de partir, maman m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Lucie, j'ai besoin de dire quelque chose. J'ai attendu. J'avais tort de t'appeler parasite, de ne pas apprécier tout ce que tu faisais pour nous, de tout ça. Mais surtout, j'avais tort de penser que c'était ça, la famille. Le fait que tu nous aies appris que nous pouvions prendre soin de nous-mêmes est le plus beau cadeau que tu nous aies jamais fait, même si c'était difficile. Surtout parce que c'était difficile. Les choses difficiles sont généralement celles qui en valent la peine. J'ai serré ma mère dans mes bras et j'ai roulé vers la maison à travers les rues calmes, en pensant aux choses difficiles et à la valeur et au long chemin du ressentiment au pardon à quelque chose de mieux que l'un ou l'autre. Ce Noël-là, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai senti que j'avais une famille au lieu d'un emploi. En novembre suivant, j'ai acheté ma maison. 2 chambres, un petit jardin, une cuisine avec suffisamment d'espace pour une vraie table à manger. Jake m'a aidé à déménager, et Mélissa a organisé une pendaison de crémaillère. Maman a apporté un gratin qu'elle avait fait elle-même, et papa a réparé la marche branlante de l'entrée sans qu'on le lui demande. Tout le monde a mis la main à la pâte parce que c'est ce que font les familles. Non pas parce qu'une personne est responsable de tout, mais parce que tout le monde est responsable de quelque chose. Le matin de Noël, nous avons dîné chez moi pour la première fois. Ma table, ma vaisselle, mon menu soigneusement planifié. Tout le monde a apporté quelque chose à contribuer. Tout le monde a aidé au nettoyage. Et tout le monde est reparti le ventre plein, heureux et reconnaissant pour l'année que nous avions passée. En chargeant les dernières assiettes dans mon lave-vaisselle ce soir-là, j'ai repensé au Noël d'il y a 3 ans qui avait tout changé. L'humiliation qui avait semblé si dévastatrice à l'époque avait en fait été un cadeau, me forçant à voir des schémas que j'étais trop proche pour reconnaître et à faire des changements que j'avais trop peur d'entreprendre. Ma famille n'avait pas besoin d'une gardienne. Ils avaient besoin d'apprendre qu'ils étaient capables de prendre soin d'eux-mêmes. Et je n'avais pas besoin d'être indispensable pour être aimé. Certaines personnes pourraient qualifier ce que j'ai fait de dur ou d'impitoyable. Elles pourraient dire que la famille doit aider la famille quoi qu'il arrive. Mais j'ai appris qu'il y a une différence entre aider et permettre, entre soutenir et se substituer à la responsabilité de quelqu'un d'autre. La femme qui était assise à ce dîner de Noël il y a 3 ans, absorbant discrètement l'humiliation publique tout en finançant secrètement tout le mode de vie de sa famille, était partie. À sa place, il y avait quelqu'un qui avait appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout.
C'est juste un dysfonctionnement confortable déguisé en dévotion. Et la famille assise autour de ma table à manger, contribuant au repas, au nettoyage et à la conversation, était meilleure que celle qui m'avait tenue pour acquise pendant des années. Ce Noël-là, personne n'a ri à mes dépens parce que je n'étais plus le membre de la famille sur qui ils pouvaient compter pour absorber leurs problèmes.